Nous avons la joie aujourd'hui d'avoir avec nous Ernst Dürcher, qui est un ingénieur forestier suisse qui a été formé à l'École polytechnique fédérale de Zurich et qui a soutenu une thèse sur la morphologie des arbres et l'anatomie du bois. Ernst a enseigné ensuite à la fois aux écoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne et ensuite à la Haute École spécialisée bernoise dont il devient professeur émérite et chercheur en sciences du bois. J'ai découvert qu'il existait cette discipline, les sciences du bois, c'est quand même magnifique. À la retraite, Ernst, vous participez à des conférences en faveur des forêts et notamment l'impact des arbres, des forêts sur la santé humaine et vous expliquez les connexions entre la faune et la flore en vulgarisant par ailleurs aussi des concepts précis comme la bioacoustique ou la sylvosphère. Vous avez travaillé sur les liens entre les arbres et les humains, euh, considérant aussi que la santé humaine est indissociable de la santé de nos forêts et vous prenez la nécessité de refaire une place sensible aux arbres dans nos vies, y compris en milieu urbain. Vous défendez aussi, Ernst, l'idée du respect mutuel entre tous les êtres vivants de l'écosystème, à savoir la faune et la flore, pour mieux vivre ensemble. Et la forêt est une véritable source d'inspiration pour y parvenir. Vous avez fondé une association en Suisse qui a maintenant des extensions en France et en Belgique, je crois, qui s'appelle les Sentiers des Savoirs et qui est une proposition de parcours pédestres, donc de marche, qui permettent en même temps d'apprendre des choses auprès de passeurs de savoir pour favoriser la transition écologique. Donc c'est un magnifique projet. Vous avez publié différents livres, dont l'un qui s'intitule Les arbres entre visible et invisible, s'étonner, comprendre, agir, chez Actes Sud. D'autres encore, je ne vais pas tout citer. Livre très riche en informations pour découvrir ce monde des arbres assez fabuleux. Et c'est très instructif, vos travaux. Voilà, je vous laisse la parole. Aujourd'hui, nous vous confions la mission, Ernst, de nous aider à faire croître, développer nos racines et faire croître nos houppiers dans nos démarches Église verte à partir de ce que vous allez nous partager sur les arbres. Merci beaucoup, Ernst, d'avoir accepté ce temps pour Église verte. Et ma proposition de présentation, de réflexion, c'est les arbres, sources vives d'inspiration. En fait, toutes les anciennes cultures ont au centre de leur spiritualité, en fait, un arbre cosmique. C'est pas autrement pour le monde de la culture hébraïque qui débouche ensuite sur la culture chrétienne. Et la Genèse, par exemple, a son centre, en fait, pas seulement un arbre, mais deux arbres, l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie, qui est un peu en retrait, dont on parle beaucoup moins. Et simplement pour dire que la connaissance, avec les conséquences que ça peut apporter, ce monde de la technologie qui en est sorti et qui peut avoir des effets, des conséquences fatales sur le vivant, doit s'approcher en fait de l'arbre de vie qui est tout près et qu'on trouve aussi dans le récit de la Genèse. Et cet arbre est en fait très important du point de vue spirituel, mais aussi du point de vue de la vie sur Terre. Et j'aimerais simplement évoquer la connexion ou l'importance de comprendre que l'être humain, avec
avec l'arbre et avec l'animal sont indissociablement liés. Le développement ou l'évolution de l'un euh, est lié à celle de l'autre et l'être humain est toujours ici entre deux, entre ce monde végétal, ce monde animal qui est en partie domestiqué. Et ensemble, on est dans une sorte de communauté de destin. Et ensemble, on comprend qu'on a en fait des formes d'action qui sont possibles. Et nous ne sommes pas simplement l'objet d'une évolution, nous sommes aussi les acteurs d'une évolution et ça dépend de nous comment cette évolution va prendre forme. Alors tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est cet arbre, cet être étonnant au-delà de l'espace et du temps qui nous dépasse. Et comme chaque plante, un chêne, par exemple, se développe à partir d'un gland, d'une graine. Et dès la seconde année, on comprend que l'arbre est particulier. Il n'est pas comme une plante annuelle à repartir à zéro, de zéro comme un, un grain de blé donne de nouveau un chaume et un nouvel épi. Le gland de chêne donne une nouvelle plante et ici vous avez la clé du développement de l'arbre. C'est ce qui est au bout de cette première pousse annuelle. Après qu'elle perde ses feuilles, on se rend compte qu'il y a des structures tout à fait étonnantes au bout de la pousse qu'on appelle les bourgeons. Et en fait, les bourgeons sont des graines posées sur ce que l'arbre a développé au courant de l'année. Il y a aussi des bourgeons latéraux. Et la deuxième année, vous aurez l'éclosion des bourgeons, surtout du bourgeon terminal, qui va ajouter un étage. Et ainsi de suite, vous aurez l'arbre qui forme une colonie de plantes annuelles, ce qui lui permet de conquérir l'espace et le temps. Et ainsi, les plus grands arbres atteignent une taille de plus de 100 mètres et les plus vieux, un âge de plus de 5000 ans, grâce à cette structure qui consiste à construire sur du déjà construit par soi-même. C'est une magnifique image, un symbole de ce que la culture humaine consiste aussi, c'est-à-dire construire sur ce que nos prédécesseurs ont déjà construit. Alors cet arbre se déploie, se développe, fait une couronne qui fait la photosynthèse, et tout ça sur un tronc qui achemine l'eau par l'aubier, la partie périphérique du tronc dans la couronne. Et une fois que la photosynthèse a eu lieu, vous avez un flux en retour qui descend. La sève élaborée avec les sucres redescend pour alimenter l'assise vivante entre l'écorce et l'aubier. Et c'est là qu'on comprend que ces deux flux qui se croisent, le flux de la sève brute qui monte des racines et dans la couronne et la sève élaborée qui redescend, ces deux flux se croisent et là où ils se croisent se forme l'assise vivante de l'arbre. Là aussi, un magnifique symbole, c'est que l'arbre n'est pas simplement une polarité entre un flux montant et un flux descendant, c'est un triple, un être à structure triple dont le vivant est situé là où se croisent le flux terrestre montant et le flux qu'on pourrait nommer cosmique descendant, formé grâce aux énergies et aux forces du Soleil. Et la vie émerge dans cette assise cambiale, le cambium, qui enveloppe le tronc de manière invisible, mais qui lui permet de croître. Et c'est ainsi que l'arbre forme une colonie de pousses annuelles, mais les arbres entre eux forment des colonies d'arbres qu'on nomme les forêts, des communautés d'arbres. Et au départ, la Terre était conçue pour former des communautés qui recouvraient l'ensemble des continents pour leur donner leur fertilité. Et avant l'implantation de l'homme et avant l'effet de l'homme dans toute sa puissance qui a été malheureusement de déboiser à outrance, les territoires se présentaient avec toute leur fertilité forestière et l'homme a simplement pris la place de ces forêts
Et malheureusement, et là on a compris qu'il est allé trop loin, il a pris le 100% des forêts pour remplacer par 100% de culture humaine, de pâturage, de zones transformées. Et là, on comprend que c'est un cadeau qui nous était donné, mais on ne l'a pas tout à fait bien géré. On est allé trop loin dans cette prise de possession de ce cadeau de fertilité forestière. Tout a été remplacé par des cultures humaines. Et aujourd'hui, on a le drame de ces paysages qui sont en train de se dégrader parce qu'on n'a pas laissé une part de sauvage suffisante. Voilà cette couverture forestière européenne qui couvrait 80% de l'Europe. Le reste, c'était 20% en zone alpine ou quelques zones de steppe en Europe de l'Est. Cette couverture forestière de protection, en fait, est une réalité sous les tropiques. Là, vous avez la ceinture équatoriale qui est curieusement entièrement couverte de forêt, alors que c'est là que l'impact solaire est maximal. Et heureusement que là, on n'a pas attaqué encore cette couverture forestière de protection au niveau de l'équateur, parce qu'elle est absolument vitale pour la Terre. Donc là, c'est un signal d'alarme, c'est que cette protection forestière est absolument essentielle à l'équilibre écologique de la Terre, à l'équilibre climatologique de la Terre. Et là, c'est un message que même les églises devraient relayer et partout rendre attentif que cette couverture forestière a besoin d'être protégée. Et on peut très bien développer des cultures humaines dans ce cadre-là, mais à condition de maintenir une part suffisante de sauvage et de maintenir des arbres dans leur intégrité sous lesquels on peut cultiver et se nourrir. Et c'est ce que montrent les communautés indonésiennes, indiennes, brésiliennes, qui montrent qu'on peut tout à fait vivre dans un couvert forestier ouvert de manière minimale. Et ça permet d'émerger des cultures humaines tout à fait florissantes et à grand nombre. Donc là aussi, il faut remettre un peu en doute l'idée qu'il faudrait déboiser pour survivre. Il faut au contraire reboiser dans une mesure suffisante pour pouvoir continuer de vivre. C'est plutôt ça le message d'aujourd'hui. Donc on a compris aussi qu'aujourd'hui que la notion de sylvosphère, la sphère forestière, est essentielle pour continuer notre développement. Et ça s'associe en fait à la nécessité de passer à l'agroforesterie, associer les cultures humaines, culture nourricière et pâturage, culture pour le fourrage, à des associations avec les forêts pour qu'on puisse fonctionner sans avoir recours aux engrais de synthèse et aux biocides. Et tout ça est possible. Partout, on a des lieux où c'est déjà démontré. Voilà, la sylvosphère nous montre que l'association du vivant en tant que communauté où interfèrent et interagissent la flore et la faune et la fonge en plus, sont des systèmes vivants extrêmement puissants qui nous inspirent dans le fonctionnement, dans l'agriculture du futur, dans la gestion des zones domestiquées du futur, où on va laisser faire aussi le sauvage, qui nous fournit non seulement de la biomasse, mais aussi des interactions positives. On appelle ça des auxiliaires de croissance. Et c'est là qu'on comprend que laisser de nouveau la nature sauvage irriguer les paysages cultivés sera important dans le futur. Et ça l'est déjà aujourd'hui. Voilà donc l'un des principes de cette nature qui nous veut du bien, qui veut nous apporter sa fertilité et sa biodiversité, c'est le principe de la profusion, le principe de la prodigalité. Et là, l'image de ce sureau est tout à fait explicite. Le sureau ne fleurit pas pour lui-même, bien au contraire, il fleurit pour donner. D'abord, les fleurs donnent le nectar à une myriade d'insectes, et ensuite les fruits du sureau sont d'une puissance étonnante du point de vue de la santé. C'est plein d'antioxydants.
et le sureau par ses centaines, ses milliers de fruits, ces petits fruits bleus, très puissants, très vitalisants, ne sont pas pour lui-même. Une infime partie vont redonner du sureau, mais tout le reste, c'est pour alimenter les animaux, les insectes. Et là, on comprend très bien que la solution du futur, c'est le don, c'est la générosité, plutôt que la mise en réserve et la gestion du manque. Ici, la solution démontrée par la famille, la nature sauvage, c'est la générosité, c'est donner, et le retour est toujours au décuple. Voilà, donc on a besoin de nous reconnecter à la terre, et la santé de l'homme et la santé de la terre sont indissociablement liées. Et se reconnecter à la nature, c'est combattre ce déficit de manque de nature, ce désordre ou ce manque de santé et cette diminution de notre système immunitaire sont en fait directement liés à notre déconnexion de la nature. Et c'est en fait très simple de nous reconnecter. Et ça se fait au travers des sens, pas seulement au travers de la vue, mais au travers de l'ouïe, de l'odorat, du goût, du toucher, pour nous faire reprendre conscience de la nature. Et ensuite, c'est l'équilibre et le tonus, le temps qui passe, qu'on vit autrement en forêt, la notion de notre moi, donc notre moi supérieur, notre être intérieur, notre verticalité humaine. Et ça, c'est un motif très chrétien, en fait. L'harmonie, l'esthétique, tout ça nous est facilité par le retour aux forêts, par le recours aux forêts. Et on peut imaginer retrouver l'émerveillement face aux couleurs, la dynamique de l'ombre et des lumières, comme les artistes l'ont bien compris. Et c'est aussi retrouver l'émerveillement au fil des saisons. C'est des vitamines pour la vue. C'est réaliser que l'espace s'agrandit lorsqu'on y invite des arbres, parce qu'il y a devant l'arbre et derrière l'arbre, il y a devant la feuille et derrière la feuille. Et un arbre est un démultiplicateur de l'espace. Si vous enlevez ces arbres de cette place, vous aurez une place complètement morte et avec un espace beaucoup plus restreint. Donc ici, on est invité à agrandir en fait dans tous les sens notre espace intérieur et notre espace visible. L'espace acoustique, lorsqu'on y met des arbres, ça se remet à vivre, ça se remet à chanter. Et un espace chantant est un espace enchantant. Et là aussi, les arbres sont les acteurs majeurs. D'avoir aussi des arbres dans nos allées, dans nos rues, autour de nos églises ou de nos villages, c'est des odeurs, c'est des parfums. Et le parfum, c'est de la Madeleine de Proust par excellence. Et la Madeleine de Proust, ça passe par l'odorat. C'est ce qui est enfoui le plus profondément dans notre référence mémorielle. Et d'autres sens, la peau le ressent, par la respiration, on le ressent, c'est l'air forestier est chargé de manière ionisée, la charge électrique d'un air entouré d'arbres, d'un air forestier est tout à fait différente de la charge électrique d'une ville sans arbres. Le goût, l'un de nos sens essentiels, ce qu'on mange, est très important. Et là, mangeons des fruits que nous avons produits nous-mêmes, dont nous connaissons l'origine. Et là, c'est ce que vous faites avec votre jardin autour de vos églises, c'est reproduire vos fruits et enthousiasmer les enfants lorsqu'ils sont à l'origine de leur nourriture. Ça peut être des framboises, des mûres, mais aussi du néflier du Japon, comme je viens de le redécouvrir il y a 2 jours, pas moins que ça. Voilà, se reconnecter à la nature, c'est remarcher pieds nus au pied des arbres et ça nous permet de laisser les courants électriques nous retraverser. Et là, c'est très bon pour la santé, on ne le sait pas, mais ça permet de diminuer les stress intérieurs, les inflammations, lorsqu'on est de nouveau en contact direct par les mains, mais aussi par les pieds avec les arbres. Voilà, lorsqu'on voit un arbre à partir d'un hôpital ou à partir de notre lieu de vie, eh bien, sachons qu'on guérit plus rapidement
Et un hôpital de New York a réalisé ça. Il a réorganisé ses chambres de convalescence de manière à voir les arbres du Central Park. Et c'est ainsi qu'on se rend compte qu'on guérit plus vite. Et c'est pas seulement lorsqu'on est malade dans un hôpital, mais c'est aussi lorsqu'on est chez soi. Euh, Essayons d'orienter notre maison dans la direction d'arbres qui sont autour de nous. Ou si ces arbres manquent, plantons des arbres, demandons à notre municipalité de planter des arbres de manière à ce qu'on puisse en voir depuis notre maison parce que c'est important pour la santé. Tout ça, c'est médicalement documenté. Voilà, les arbres, c'est aussi le cosmos. Ils pulsent en harmonie avec les rythmes cosmiques. Là, je ne vais pas m'étaler sur cet aspect, mais l'un des axes essentiels de mes recherches scientifiques, c'est sur les pulsations lunaires au sein des arbres. Et lorsque vous avez un arbre, vous avez un être qui pulse avec la Lune, avec les planètes, avec les constellations et avec le Soleil, naturellement. Donc, une fois que vous savez ça, vous avez une autre manière de regarder l'arbre. Il devient encore plus efficace lorsque vous le regardez. Voilà, l'arbre est essentiel aussi dans nos bâtiments les plus emblématiques. Il faut savoir que la charpente qui a brûlé, mais qui est pratiquement reconstruite de Notre-Dame de Paris, se nomme la forêt. Et cette charpente, c'était du châtaignier, c'était du chêne, et on l'a reconstruit en chêne, heureusement. On a eu peur, les amoureux des arbres, en entendant certains évoquer la possibilité de reconstruire la charpente en métal. On a eu des sueurs froides parce que toute la spiritualité et toute la qualité de ce bâtiment qui est conçu pour être abrité sous du bois, sous une forêt de charpente, c'est une autre cathédrale qu'une cathédrale qui serait simplement sous une structure métallique. Ça aurait été une forme de profanation. Et là, en dessous, vous avez la vue du Mont Saint-Michel, qui est un lieu tout à fait emblématique lié donc à l'archange Saint-Michel. Qui est-il? C'est une chose à révéler aussi, à découvrir. Et là aussi, ces bâtiments, cette cathédrale, cette abbatiale du Mont Saint-Michel est abritée sous des bardeaux, sous des pavillons en châtaignier. C'est donc encore une fois une main en bois qui abrite ces bâtiments. Voilà, on a des choses intéressantes à faire dans ce sens-là. C'est une église verte. Pourquoi ne pas reverdir et s'entourer de verdure? Inviter la végétation à couvrir les surfaces. On peut le faire de manière naturelle, mais on peut aussi le faire de manière moderne en permettant à la façade d'abriter et de permettre aux lianes de reprendre pied sur la façade avec des maillages de chanvre, par exemple, et inviter soit une floraison de prendre place, comme c'est des clématites ou d'autres plantes florales, mais ça peut aussi être une façade fruitière avec avec des kiwis, par exemple, des kiwis, ou alors lié en fait au rituel chrétien, inviter la vigne, à envelopper l'église ou la cure juste à côté de l'église, la vigne qui pourrait ensuite fournir le raisin et le vin pour la Sainte Seine dont vous venez de parler. Et après, lorsqu'on se retrouve, tout le monde n'est pas adepte du vin à 100%. Il y a des adeptes de la bière. Pourquoi pas cultiver du houblon? L'Alsace est un haut lieu de la culture du houblon. Eh bien, on peut le faire aussi en végétalisant les façades. Et vous pouvez aussi végétaliser en cultivant des salades, etc. Végétaliser, c'est l'extérieur, c'est le visible, c'est aussi une végétalisation intérieure. On peut habiller l'intérieur des bâtiments. Et là, c'est énergétiquement très intéressant. Et aussi du point de vue du bien-être. Cultiver, végétaliser l'intérieur d'un bâtiment en le reboisant, ça permet d'économiser énormément d'énergie, mais aussi des battements de cœur. Lorsqu'on a un bâtiment habillé en bois à l'intérieur, des recherches ont montré que le cœur se calme et on peut économiser des battements de cœur euh, au courant de la nuit où on dort, où on vit dans un bâtiment ou dans une pièce habillée en bois.
et ça permet d'économiser jusqu'à 1 heure de battement de cœur par 24 heures. C'est un résultat tout à fait étonnant. Donc, végétalisons les lieux de vie, végétalisons les endroits où on veut avoir une forme de bien-être, mais aussi du point de vue énergétique. On s'est rendu compte que on a un effet paroi chaude. Les parois en bois adoptent la température ambiante de la pièce et non pas la température du mur qui entoure cette pièce qui est en général froid, surtout dans les églises. C'est un problème des églises, c'est des lieux très froids. Habillons les églises avec du bois et nous aurons un effet paroi chaude. Et là, nous avons la physique du bâtiment qui va vous dire que si vous avez des parois euh, froides à 13 degrés de température, vous devrez chauffer vos pièces à 25 degrés pour avoir un semblant de bien-être. Mais si vous avez des parois chaudes à 17 degrés, il suffira de chauffer à 20 degrés. Donc entre 25 et 20 degrés, vous avez énormément de température gagnée et d'énergie économisée parce qu'il n'y a plus besoin de combattre cet effet paroi froide qui est comme un rayonnement froid. Lorsque vous avez des parois en bois, vous avez des églises agréables, des cocons de bois qui invitent à y rester. Ce qu'on peut faire, comme vous le faites déjà d'ailleurs dans ces initiatives, c'est repenser à nous délocaliser, pourquoi pas. Je l'ai fait moi-même aussi lorsque j'étais jeune homme. J'avais aussi la responsabilité de classe, on appelle ça l'école du dimanche. Moi, j'allais avec eux à la forêt. C'était mon idée et ça se passait très bien. Chanter des psaumes et des cantiques en forêt, c'est encore plus joli et beaucoup plus animé que de le faire dans des salles fermées. Voilà, le projet Sentier des Savoirs, ça peut vous intéresser. Voilà ici les indications. Vous pouvez aller regarder sur les sites comment ça fonctionne. Sentier des Savoirs -France ou Sentier des Savoirs -Suisse. En Allemagne, ça vient d'être fondé. Et c'est là aussi qu'on aura des connexions qui vont aller au-delà des villages pour se retrouver les uns et les autres. Voilà. Merci pour votre attention et bonne suite à tous dans ces magnifiques initiatives.